C'est un plaisir de vous retrouver ce premier lundi du mois d'octobre. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les grandes informations, voici les grandes lignes des informations qui meubleront cette édition. Écoliers et élèves ont repris ce lundi 3 octobre le chemin des classes. C'est la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans ce journal les constats faits à ce propos par nos reporters. Le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Parakou est connu. Il y a quelques heures, Charles Toko est élu maire de Parakou. Hors du Bénin, en Éthiopie, le traditionnel festival Oroma Irisha dans le sud d'Addis Abeba a tourné au drame cette année. Des heurts meurtriers avec la police ont fait plusieurs morts lors de ce festival. Voilà pour le sommet de cette édition. La suite, c'est maintenant. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, la rentrée scolaire 2016-2017 a officiellement démarré sur l'ensemble du territoire national. Mais les écoles sont-elles prêtes ainsi que les apprenants et les parents d'élèves pour nous faire une idée de la situation? Frégis Serrouna et Frégis Fiossi ont fait un tour tôt ce matin à l'EPP Siké Sud de Cotonou. Reportage. Je m'appelle Ramdan, 6 ans. Tout comme Ramdan, écolier de la première année du cours élémentaire, plusieurs écoliers se sont rendus ce matin à l'école Siké Sud pour la rentrée scolaire 2016-2017. Pendant que les nouveaux sont gagnés par la solitude, ce premier jour des classes est une joie pour les anciens. Je suis content de commencer la rentrée scolaire. Aujourd'hui, le sentiment qui m'anime, c'est que je veux revoir mes camarades et s'amuser avec eux et travailler avec le maître à l'école. Le travail ne commencera pas tôt ce lundi matin, car ici, l'heure est encore au nettoyage. Carmen Mariano Adéoussi, conseillère pédagogique à la circonscription scolaire de Cotonou-Siké, venue constater l'effectivité de la rentrée dans cet établissement, note quelques dysfonctionnements. Le constat que je fais est que tout n'est pas encore prêt, puisque vous constatez avec moi que la cour est encore dans un état peu propre et que les parents continuent d'arriver malgré tout ce qui a été pris comme disposition. Les parents continuent d'arriver. On dirait que c'est aujourd'hui qu'ils ont choisi de faire inscrire leurs apprenants. Et que bon, il y a certains enfants qui sont là sans la tenue kaki, sans la moindre fourniture. Inscription tardive, écoliers sans tenue ni fourniture, les causes profondes de cette situation s'expliquent par des choix de dernière minute. C'est parce qu'il faisait le privé avant et je vois que son niveau n'est pas trop bon devant moi et j'ai beaucoup envie de... Je pensais qu'il vaut mieux de l'amener au public pour voir comment il va travailler encore. Les moyens aussi parce que là-bas, l'argent qu'il paye là-bas, c'est pas peu. J'ai appris qu'avec l'État, l'année de l'école des enfants, ça va être bon encore. Ça serait bon quoi. Ça, gratuit. Et on va les encadrer bien. Je suis venu comme ça et par la chance de Dieu, on m'a accueilli comme je veux. Comme ce que je souhaite pour quitter à la maison. Et c'est directement, je suis parti chez une directrice que je viens inscrire mon enfant. Elle m'a vu, elle a dit quelle classe. Malgré qu'elle a vu l'enfant dans son tenue de privé, hein, mais pourtant elle ne m'a pas chassé. Inscrit ses enfants, mais oisifs dans les salles. Mais pour Carmen Adé aussi, tout est mis en œuvre pour un démarrage rapide et effectif des cours. Nous allons mettre toute la pression qu'il faut pour que le travail commence effectivement aujourd'hui. Là où vous me voyez, tout à l'heure, je passerai dans les classes pour contrôler le cadre de travail, ensuite la préparation des classes et voir les classes démarrer effectivement avant de m'en aller. Ces écoliers ne vont donc pas tarder à renouer avec les cours, mais pour le moment, pas question de perdre le temps. Ils ont donc trouvé refuge chez les vendeuses de nourriture de l'école qui, elles, sont assurément prêtes à faire leurs activités favorites. Et parlant toujours de la rentrée à Cotonou, une autre équipe de notre rédaction a sillonné lycée et collège. Suivez ici le constat fait par Antoinette Sagbo et Cyril Agbo.
École primaire publique Vosakodi, 10h40 ce lundi 3 octobre 2016. C'est jour de rentrée des classes dans tout le Bénin, mais ici, on est très loin de cette reprise des cours. La faute à cette inondation qui empêche les parents d'élèves à venir inscrire les enfants. Les cours n'ont pas encore démarré comme il faut parce que ici c'est une zone inondée où l'eau est rentrée dans les maisons. Les enfants ne sont pas venus en tant que tels. Les parents aussi, aujourd'hui, viennent à compte-gouttes à cause de l'eau. Du coup, seuls les intrépides comme ces enfants et ces enseignants ont effectué leur entrée scolaire. Autre mal de cette école, le manque de formateurs. Cette écolière et sa directrice s'en désolent. Je suis au CM2. Nous n'avons pas encore commencé l'école. J'attends qu'on les maîtres viennent, qu'on vite commencer. J'ai 6 classes et 2 enseignants. Sur moi, ça fait 3. Nous sommes 3 sur 6. On attend le recrutement qui vient de faire. On attend pour qu'on nous envoie les enseignants. À quelques kilomètres de là, plus tôt ce lundi matin, une toute autre ambiance dans cet établissement. Au CEG Sainte-Rita, l'heure est à l'inscription des nouveaux collégiens. Ma tâche aujourd'hui, c'est l'inscription des nouveaux élèves de la 6e. Ils en ont jusqu'au jeudi prochain. Et après, jeudi, le vendredi prochain, je commence les inscriptions et les transférer. Les anciens élèves qui ont la contribution, eux, ils viennent payer. Maintenant, les filles du premier cycle ne payent rien. De la 6e en 3e ne payent rien. Celles donc du second cycle vont naturellement payer la contribution. Autre établissement, autre réalité encore. Ici, au Collège Saint-Augustin, rentrée rime avec démarrage effectif des cours. Un rythme de travail qui ne semble pas déplaire à cette collégienne, bien qu'elle soit nouvellement admise dans l'établissement. Aujourd'hui, j'ai reçu le cours d'histoire et de géographie. Et je viens de recevoir le cours de français. Je trouve que le rythme de l'école du collège est impressionnant plus que le rythme de l'école du primaire. Une attitude qu'apprécient certains professeurs et responsables de ce collège. Ce matin, j'ai senti en eux la disponibilité. Psychologiquement, ils se sont déjà préparés, ils sont prêts et puis ils ont participé au cours comme cela se doit. On n'a pas senti les vacances en eux. J'ai un sentiment de joie parce que les enfants sont venus, surtout avec les tout petits qui sont venus pour la 6e. Mais c'était merveilleux pour moi quand je les vois courir par-ci, par-là. Je dis, c'est bien qu'ils soient venus comme ça. Parce qu'à mon temps, un premier jour de rentrée comme ça, je pleurais. Les objectifs visés chez nous, c'est d'abord former la personne. Il ne faut pas que les enfants aient seulement une tête pleine. Et nous espérons que dans ces conditions, nos enfants puissent bien travailler pour un meilleur résultat. Objectif que partagent certainement tous les chefs d'établissement du Bénin. Je vous l'annonçais en titre, le successeur de Karimou Soradjou, ancien maire de la ville de Parakou, démis le 19 septembre dernier, est connu depuis quelques heures. Il annonce Charles Toko, conseiller communal, journaliste et promoteur du groupe de presse Le Matinal. Ainsi en ont décidé donc les conseillers qui ont démis l'ancien maire. Dans un autre registre, le Centre international en Afrique de formation des avocats francophones, CIFAF, aura bientôt un siège au Bénin. La cérémonie de signature de l'accord de siège a eu lieu dans l'après-midi de ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Cet accord définit les clauses sur lesquelles le CIFAF s'établit et exerce ses activités en République du Bénin. Horacia Djodji, Cyril Agou. La signature d'un accord de siège fait partie des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Bénin pour appuyer et soutenir le développement du Centre international en Afrique de formation des avocats francophones CIFAF. Une mesure devenue réalité à compter de ce 3 octobre 2016 et qui va consolider les relations entre ce centre et le Bénin. La signature du présent accord de siège vient consacrer le développement au Bénin par le CIFAF d'un pôle d'expertise inédit. Une telle expertise du CIFAF contribue à l'attractivité économique, au renforcement de l'état de droit et à l'affermissement de la démocratie, gage de la paix au Bénin et en Afrique. Grâce à cet accord, des facilités, des privilèges et des immunités sont consentis au CIFAF par le gouvernement pour la mise en œuvre aisée des objectifs du centre. À travers cette signature d'accord de siège, le gouvernement du Bénin octroie plusieurs catégories d'avantages en termes d'exonération douanière et fiscale
qui s'analyse en réalité comme la contrepartie de l'État béninois à l'action remarquable que mène votre organisation. Mon souhait est que ces privilèges et ces facilités vous aident davantage à accroître le volume de vos prestations et vos réalisations au Bénin, afin que, ce faisant, vous puissiez élargir encore le cercle des bénéficiaires de vos prestations. Et ces actions, pour être plus bénéfiques, doivent notamment contribuer à la réduction du ratio avocat-population dans nos pays. Le Bénin reçoit chaque année, depuis 2000, pour le compte du CIFAF, environ 60 avocats de 16 pays francophones pour un mois de formation initiale et continue. Après la signature d'un accord de siège, parlons d'une remise de matériel. Dans l'après-midi de ce lundi, l'agence turque de coordination et de coopération dénommée TICA a fait œuvre utile au ministère des Sports en offrant un important lot de matériel sportif à l'Office béninoise des sports scolaires et universitaires. La remise de ce lot de matériel sportif constitué entre autres de maillots et des paires de crampons s'est effectuée en présence de Oswald Omeki, ministre des Sports, de l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. À l'occasion, la signature du parapheur s'est faite entre le directeur de l'OBSU et le représentant de TICA. Suivons ici un extrait des propos du ministre des Sports et de l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. Si on commence avec un bon matériel, si on peut donner les enfants la chance d'essayer un sport comme il faut, quand ils seront grands, peut-être que le Bénin aura la possibilité de participer à des tournois régionaux et internationaux. J'espère que cette don de TICA, et il s'agit de 1000 ballons, 1500 maillots, 1500 paires de crampons, 1500 paires de chaussettes, 1500 paires de protèges tibia et 60 paires de filets de but. Peut-être ça va créer l'étincelle pour que les jeunes aient le moyen de s'entraîner comme il faut pour les tournois à venir dans 10 ans, 15 ans, j'espère. Le geste que vous faites aujourd'hui pour les sportifs béninois en général et pour les footballeurs en particulier est un geste qui portera des fruits parce qu'il vient au moment où le gouvernement entre dans un vaste programme de formation des jeunes footballeurs dans les écoles et dans les communes. Et donc je veux vous inviter à prendre rendez-vous avec nous parce que dans quelques années, le fruit de ce don que vous venez de faire sera perceptible en Afrique et partout dans le monde. Nous avons pris l'engagement de travailler et de faire en sorte que tous les talents qui sont dans nos écoles, dans nos universités, comme dans toutes les 77 communes du Bénin, soient répertoriés, encadrés et valorisés. L'acte que vous posez aujourd'hui est un acte majeur. Je veux très sincèrement remercier les amis de la TICA qui, en dehors du sport, aident le Bénin dans d'autres domaines également. Nous les remercions, mais nous leur demandons encore de continuer à nous donner un coup de main pour que nous puissions nous aussi réaliser le miracle que la Turquie a réalisé en quelques années. Hors des frontières béninoises, de nombreux Éthiopiens sont morts dimanche au cours d'affrontements entre policiers et manifestants, suivi d'un grand mouvement de panique au traditionnel festival Oromo Irisha dans la localité de Bishoftu au sud et bien sûr d'Addis Abeba. Reportage. Le festival Irisha rassemble chaque année des centaines de milliers, voire des millions de personnes de toutes les régions Oromo sur les rives du lac Arsardi, considéré par les Oromo comme un lac sacré. La cérémonie a dégénéré lorsque des dirigeants Oromo affiliés au gouvernement ont été pris à partie par la foule qui a tenté de prendre d'assaut leur tribune alors qu'ils s'apprêtaient à prendre la parole. Des manifestants ont lancé des pierres et des bouteilles sur des forces de sécurité qui ont riposté d'abord à coups de bâton puis avec des gaz lacrymogènes. Ces tirs ont provoqué un mouvement de panique et de bousculade dans la foule, bilan plusieurs dizaines de morts.
Après la manifestation à Guichy, des centaines d'étudiants oromo ont été tués en presque un an. Nous avons perdu de nombreux intellectuels, d'autres ont été incarcérés parce qu'ils réclamaient leurs droits. Comme vous l'avez vu dans ce festival, des milliers d'Oromo ont scandé des slogans pour la liberté. Nos étudiants, nos dirigeants politiques, nos intellectuels et de nombreux jeunes sont en prison. Nous avons besoin de liberté dans ce pays. Le festival Oromo Irisha de cette année est différent des autres parce que des milliers d'Oromo venus des différentes régions ont demandé la liberté. Ces 25 dernières années, les Oromo ont été marginalisés par de nombreuses choses. Nous sommes venus aujourd'hui pour réclamer tous ensemble notre liberté. Le gouvernement éthiopien a regretté des pertes en vies humaines sans préciser le nombre de décès dans un communiqué publié par des médias officiels, alors que l'opposition de son côté estime que le bilan dépasse les 100 morts en se basant sur les témoignages recueillis sur place. L'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis une décennie qui a commencé en région Oromo, centre et ouest du pays, au mois de novembre 2015 et qui s'est étendue à la région Anrara. Ces deux ethnies représentent environ 60% de la population éthiopienne. Pendant près de 200 ans, les Libériens ont copié les coutumes occidentales, y compris vestimentaires, parfois jusqu'à la caricature. Mais depuis l'effroyable guerre civile qui a chassé nombre d'entre eux dans les pays voisins, beaucoup ont pris goût à la mode africaine. Reportage. Dernière retouche pour cette blouse inspirée des nageoires d'un poisson. Jody Seton dirige une boutique de mode dans la capitale du Libéria, Monrovia. Ses clients viennent y chercher un style local plutôt qu'occidental. Nous voulons représenter notre continent, le placer sur la carte. Donc pour les femmes du Libéria, il est important de porter leur propre mode parce que ça fait ressortir leur côté authentique, le vrai continent africain. Une véritable fierté des femmes africaines. Autrefois, les Libériens avaient adopté le style occidental, introduit par des esclaves affranchis revenus d'Amérique. Puis, entre 1989 et 2003, des guerres civiles ensanglantent le pays, forçant à l'exil des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, la diaspora revient, les valises pleines de tissus africains aux couleurs vives. Une aubaine pour cette styliste de haute couture qui était au chômage il y a 5 ans. Actuellement, j'emploie 22 personnes, 15 couturiers, j'ai des vendeuses, j'ai mon petit frère aussi, il peut coudre. Pour les clients, ces vêtements sont moins chers que les modèles occidentaux. Le textile serait aussi plus adapté à l'humidité extrême du pays, mais il s'agit avant tout d'identité. Ça représente le leadership. C'est pour ça que je m'habille comme ça. Et ça signifie que je fais partie d'une tribu particulière. Nous voulons nous éloigner de cette façon de porter d'autres vêtements tout le temps, surtout les trucs chinois et autres. L'économie du Libéria repose en grande partie sur les petites entreprises. Cet engouement récent pour la mode africaine donne un coup de fouet aux revenus du pays, l'un des plus pauvres au monde. L'âge d'or d'Hollywood n'est peut-être qu'un vieux souvenir, mais il vibre toujours dans une maison de retraite de Los Angeles réservée aux anciens employés du cinéma et de la télévision. Et sur place, les résidents continuent de produire des films pour la chaîne interne de l'établissement et certains tentent même encore de décrocher des rôles. C'est un tournage comme il en existe tant à Los Angeles. Anne et Stuart, 80 ans tous les deux, sont les vedettes du jour. Ici, les comédiens sont des retraités d'Hollywood. Anne et Stuart ont principalement travaillé dans des séries américaines. Ils tournent désormais bénévolement dans les jardins de leur maison de retraite. Vous savez, ça me rappelle de bons souvenirs. J'adore et je m'amuse beaucoup. Ce court-métrage est destiné à la chaîne de télévision interne de l'établissement, le seul exclusivement réservé aux retraités d'Hollywood. Donner de l'ambition aux résidents, leur donner des objectifs, que ce soit finir un scénario, un montage, qu'ils vont ensuite montrer à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins, cela les aide beaucoup. Cela leur permet de rester en vie avec dignité et avec un but. Tous ici ont travaillé dans les studios de Los Angeles. Ils étaient scénaristes, chefs opérateurs ou producteurs comme Bob, 77 ans. Je suis à la retraite, mais je n'ai jamais été aussi occupé. J'ai besoin de projets pour garder l'esprit vif, pour entretenir mes capacités intellectuelles.
Fondée dans les années 20, la maison de retraite est financée par de généreux donateurs comme George Clooney, Jodie Foster ou Steven Spielberg. Si les résidents les plus modestes ne payent rien, les plus aisés versent jusqu'à $6 000 par mois pour une petite maison privative comme celle de Connie. Lui, c'est un type sympa, Matt Leblanc. On a fait un film ensemble. Connie a joué près de 150 rôles au cinéma et à la télévision. À 103 ans, elle est la doyenne de la maison de retraite et vient même d'auditionner pour un film d'horreur. Non, pourquoi je prendrais ma retraite? Mais bon, vous savez, c'est difficile de trouver un rôle. Ils n'aiment pas trop les vieilles dames. Avec 165 résidents et une liste d'attente de plusieurs centaines de personnes, la maison de retraite d'Hollywood est la mémoire vivante du cinéma américain. Noélie Yarigo est rentrée au Bénin ce dimanche soir. L'athlète béninoise est de retour au pays après une longue saison marquée par sa participation aux Jeux Olympiques de 2016. Elle avait terminé ses Jeux Olympiques à l'étape des demi-finales du 800 mètres. Pour décrocher cette qualification pour les demi-finales, elle avait battu son record personnel, descendant sous la barre de 2 minutes. Yarigo a aussi participé au championnat d'Afrique d'athlétisme à Durban, compétition dont elle a disputé la finale. Bon à savoir, la béninoise, après les JO, a pris part aux 2K Nations dont elle a remporté l'épreuve des 800 mètres. Et bien sûr, je vous propose d'écouter Noélie Yarigo à sa descente d'avion ce dimanche soir à Cotonou. Les Jeux Olympiques, j'en avais vraiment rêvé il y a de cela 4 ans. Aujourd'hui, je tiens à remercier tout le peuple béninois, mes fans et ma famille qui m'ont soutenu avant et pendant ces Jeux Olympiques, qui m'ont permis de franchir une étape de ma carrière, une grande compétition qui m'a permis de battre mon record et de me qualifier pour la demi-finale. J'ai vraiment vécu des moments d'émotion très très fortes lors de ces Jeux Olympiques parce que ce n'était pas gagné d'avance en fait. 3 mois avant les Jeux Olympiques, j'étais gravement malade. Donc après mon hospitalisation avec mon coach, je me suis dit même s'il fallait tripler les séances par jour, il fallait le faire pour pouvoir représenter dignement le pays lors de ces Jeux Olympiques. Ce qui m'a ramené à la 13e place mondiale. Et après les Jeux Olympiques, j'ai été contactée pour participer à une autre compétition qui est le DK Nations, qui a réuni 5 nations, les Amériques, l'Ukraine, la France, la Chine et le Japon. En plus, une équipe qui est nommée DK Club. DK Club qui a réuni des athlètes licenciés dans des clubs français dont je faisais partie. Et représenter mon club aux 800 mètres. Donc pour moi, c'était le moment de prendre ma revanche puisque toutes les filles qui étaient présentes étaient aussi aux Jeux Olympiques. J'ai gagné le 800 mètres. Et après ça, je repars au Kenya pour 3 mois de stage pour pouvoir préparer le championnat du monde de Londres. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Moïse Pativo, Chimène Claudia Dosso à la prise de son derrière les caméras, Cyril Agbo. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Demain 7h, Matin d'Éden, ne ratez surtout pas. Bonsoir.